Coucou, je voulais faire un point avec vous par rapport au Covid long. Je vous avais dit que je vous tiendrais au courant. Après, je sais pas. Pour moi, c'est un petit peu compliqué de parler de ça parce que c'est quand même assez personnel et que c'est un côté un peu vulnérable de moi que j'aime pas trop montrer. Mais d'un autre côté, je me dis qu'il faut sensibiliser sur la maladie parce que peu de gens il y a beaucoup de gens qui croient pas, qui pensent comme moi que c'était qu'une petite grippe, que c'était pour nous faire peur, etc. Mais la réalité, c'est pas celle-là. Moi, je suis malade, on est beaucoup dans ce cas et j'ai énormément de symptômes. Et en plus de ça, c'est très souvent que mes résultats médicaux reviennent avec des choses un petit peu mauvaises et qui montrent qu'il y a un problème. Donc la dernière fois, je vous avais déjà dit que j'étais positif à Epstein-Barr et au cytomégalovirus. J'ai voulu me tester aussi pour l'herpès 6 et la maladie de Lyme, parce qu'apparemment, en fait, le Covid redéclenche ou réactive des virus qui étaient en dormance dans notre corps. Sauf que c'était encore 150 €, donc je ne l'ai pas fait. Pour ceux qui ont les moyens, voilà, vous pouvez déjà, c'est quelque chose qui montre un Covid long, c'est réactivation d'anciens virus. Donc, comme je vous ai dit, Epstein-Barr, cytomégalovirus, l'herpès 6, qui est comme une varicelle en fait, hein. La toxo, ça peut être aussi redéclenché si vous l'aviez en dormance dans le corps. Qu'est-ce que j'avais dit l'autre? C'était... Ah oui, la maladie de Lyme. On peut avoir aussi la borréliose, la brucelliose, enfin bref, voilà, quoi. Tout, ça dépend un peu de votre patrimoine génétique et de quelles étaient déjà vos faiblesses avant. En fait, c'est comme si le Covid activait nos faiblesses et même, j'ai envie de dire, tous mes défauts génétiques. Parce que à chaque fois que j'ai un symptôme et que je me renseigne, c'est quelque chose qui était un petit peu dans ma famille ou qui présentait déjà un défaut héréditaire. Voilà. Donc, je vais commencer. Voilà, donc je sais pas si ça vous intéresse d'entendre parler de ça. Je sais pas voilà ce que vous pourriez en faire ou si ça peut aider ceux qui sont en Covid long. Mais en tout cas, pour les gens qui sont porteurs sains, faites très attention à cette merde parce que je sais pas comment ils font pour est-ce que c'est vraiment une maladie, est-ce que c'est juste une protéine, par exemple la protéine spike qui arrive à se mettre quelque part et qui fait que ça perturbe notre ADN. Je sais pas exactement, je sais pas si c'est réactivé par les ondes, si comment ça marche. En tout cas, moi j'ai fait des recherches comme d'habitude évidemment. Donc j'ai fait des recherches sur le laboratoire de Wuhan, j'en avais déjà parlé il y a 3 ans. Je vais vous lire ce que j'ai trouvé. Donc le laboratoire à Wuhan, il a été ouvert, enfin, en tout cas le P4 a été ouvert après le premier corona de 2002. Donc il y a eu un coronavirus à Hong Kong, pour ceux qui savent. Voilà, donc il a été ouvert, donc le P4, hein, en 2015. Et le but du laboratoire, ce que j'ai trouvé texto sur Google, modifier des virus pour comprendre le franchissement de barrières entre espèces. Voilà. Et le but, c'était de créer un virus chimérique, donc un virus qui n'existe pas, pour essayer de comprendre justement comment ça passe des animaux aux humains. Donc dans ce laboratoire P4, ils étudiaient Ebola. Ah tiens, d'ailleurs j'ai oublié de faire les symptômes de la symptomatologie d'Ebola. Bon, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Les Nipah virus et les VIH. Et dans le laboratoire P3, c'était surtout des coronavirus et le SRAS-CoV qu'ils étudiaient, hein. Il faut savoir aussi qu'en 2015, on a déposé un brevet. Alors, j'ai pas réussi à le retrouver, mais je l'avais en 2020, un truc comme ça, au tout début de la pandémie. Il y a un brevet donc, que j'ai vu de mes propres yeux sur patent.com, c'est le site des brevets. Donc, ils ont déposé le SRAS-CoV-2 en brevet. Donc, ça veut dire que la maladie détaillée, enfin bref, vous connaissez ça. Donc,
Voilà, alors ils ont étudié ça, ils ont mis un coronavirus de chauve-souris qui est le SHCO14 avec le SARS-CoV. Et donc, ils ont analysé ça et ils en ont conclu que ça se répliquait efficacement et rapidement, qu'il allait dans les voies respiratoires et qu'il y avait une similarité entre l'ARN SARS-CoV-2 et le VIH. Je vous expliquerai après aussi pourquoi j'ai des problèmes d'élocution, bref. Voilà. Donc, ça c'est bon. Donc, une fois que j'ai vu ça, moi je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que c'est un Enipavirus, d'accord? Donc, il y a deux Enipavirus principaux. C'est le Indra, en 1994, qui a été découvert en Australie. Apparemment, ça s'est transmis par des chauves-souris et des chevaux. Et on a le deuxième, c'est le Nipah, qui a été trouvé en 1998. Pareil, ça c'est avec des chauves-souris et des porcs. Bon, voilà. En Malaisie. Donc déjà, on peut remarquer que les trois virus étudiés, donc le Nipah, hein, le Indra et le coronavirus de 2002, les trois ont été localisés dans une petite partie du monde, comme si on faisait un petit peu des tests, sans vouloir encore être complotiste, hein. Voilà. Alors, maintenant, on va étudier les symptômes de Indra. Donc, Indra, les deux, Indra et l'autre, c'est des virus mortels, mais vraiment très, très mortels, hein. Alors, donc, dans le Indra, on avait une respiratoire, des syndromes respiratoires comme fièvre, toux, céphalée et myalgie. La myalgie, c'est des problèmes musculaires et c'est un des symptômes qui m'handicape le plus. Donc ça fait douleur musculaire, fatigue musculaire, courbature musculaire, on se sent faible. Si j'utilise trop mes muscles, trop mes muscles, genre 2 minutes de vélo, c'est trop. Si je cours ou quoi, je peux pas courir, mais si par exemple je fais un peu trop d'efforts, et après j'ai tous les muscles qui brûlent et je suis obligée de rester allongée. Après ça dépend ce que j'ai fait, mais ça peut durer de quelques jours à plusieurs semaines. Donc, on continue. Le Indra, il y a aussi une détresse respiratoire. Voilà. Donc, ça, c'est les symptômes qui ressemblent au coronavirus. Donc, on pourrait se dire, bon, ça, sauf la myalgie, elle n'est pas dans les coronavirus normalement. Mais on pourrait éventuellement se dire que, bon, c'est des symptômes qui ressemblent au coronavirus. Donc, bon. Le problème, c'est qu'il y a d'autres symptômes, comme des symptômes neurologiques. Donc des méningites, des encéphalites, des problèmes de reins, des problèmes d'anorexie, la léthargie, donc fatigue extrême, des troubles du rythme cardiaque et respiratoire, une hausse de la température corporelle et de l'hypertension. Voilà, donc voilà. Ensuite, je vous lis l'autre. Nipah, donc les symptômes, encéphalite, pneumonie, toux, écoulement nasal, fièvre, maux de tête, douleur abdominale, nausées, vomissements. Donc jusque-là, c'est pareil, ça ressemble un peu au coronavirus. Ensuite, vision brouillée, malaise, faiblesse, léthargie, myalgie, donc encore ce que je vous dis, la faiblesse musculaire, problèmes neurologiques, étourdissement, altération de l'état de conscience, somnolence, inflammation aiguë du cerveau, convulsions, désorientation, coma et changement de personnalité. Maintenant, on arrive au coronavirus. Après, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Alors, c'est atteinte des voies respiratoires, maux de gorge, toux sèche, insuffisance respiratoire, douleur poitrine, fièvre, maux de tête, faiblesse générale, perte du goût et de l'odorat, rhume, symptômes gastro-intestinaux, nausées, vomissements, diarrhée, maux de ventre, éruption cutanée. Bon, jusque-là, parce que moi, quand je lis les symptômes du coronavirus, alors oui, je les ai quasiment tous, mais il m'en manque plein. Par exemple, des problèmes neurologiques n'ont jamais été recensés dans un coronavirus. Or, j'ai des problèmes neurologiques. Donc, par exemple, la somnolence, des inflammations du cerveau, des étourdissements, des vertiges,
Voilà. On a aussi altération de l'état de conscience et pour ceux qui se rappellent, pendant le covid, il y a certaines personnes qui pendant, ça pouvait varier de quelques jours à quelques semaines, avaient un changement de personnalité, se mettaient à insulter leur famille, à être hyper méchants, violents et cetera et puis d'un coup, ils redevenaient normaux, on savait pas d'où ça leur était sorti. Sauf que ça, ce n'est pas un symptôme non plus du Nipah, du coronavirus, mais c'est un symptôme du Nipah. Alors bizarrement, hein, moi je veux pas, mais j'ai les symptômes de ces 3 maladies. Voilà, par exemple, là, on sait que le Covid long maintenant, ça fait des dérèglements, du rythme cardiaque et de la température corporelle et de l'hypotension ou de l'hypertension, des variations de la tension artérielle. Donc ça s'appelle la dysautonomie, ça veut dire que notre corps est complètement dérégulé et qu'il ne sait plus, par exemple, qu'il faut augmenter son rythme cardiaque quand on court. Par exemple, on est en train de faire un café, bah, le rythme cardiaque il va s'emballer et puis on va se retrouver avec une hypotension. Et puis 2 minutes plus tard, on va être en hypertension et le corps fait n'importe quoi et donc ça dérègle tout notre système. Donc moi, voilà, je fais pas de certitude comme d'habitude. J'étudie, je relate des faits et je vois que bizarrement, il y a plein de symptômes de ces 2 virus qui ont été étudiés au laboratoire P4 à Wuhan, comme le coronavirus, et qui, comme par hasard, sont des symptômes que j'ai et que je ne suis pas la seule à avoir, hein, voilà. Par exemple, on avait aussi la vision brouillée. Voilà, la vision brouillée, par exemple, c'est un symptôme aussi du Nipah. Et moi, c'est vrai que j'ai une vision double, donc on m'a diagnostiqué une insuffisance. Mince, je me rappelle plus du terme. Bon, enfin bref, en gros, ça veut dire que mes muscles des yeux sont aussi atteints et que mes yeux sont plus ensemble et qu'il faut que je fasse de la rééducation. Bref, voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et encore, j'ai pas étudié ni Ebola, hein, parce que ça doit aussi ressembler, il doit y avoir beaucoup de symptômes. Ah oui, il y en avait aussi là derrière, oui, quand je les ai lus. Donc voilà, ça c'est la première chose que j'ai étudiée. Je trouve ça quand même bizarre que je me retrouve avec tous les symptômes des maladies qu'on a étudiées dans le laboratoire P4. Et encore une fois, je n'affirme rien. Je pose des faits, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, donc il faudrait peut-être au bout d'un moment arrêter de se dire que le Covid n'existe pas et que c'est une maladie, une grippe ou j'en sais rien, parce que non, il y a vraiment eu une manipulation génétique. Après, comment ça marche, qu'est-ce qu'on nous a injecté, comment on nous l'a injecté, etc., j'en sais rien. Mais en tout cas, on voit bien que ça existe et que c'est problématique. Donc, par rapport à la dysautonomie, donc l'autre soir, oui parce que moi aussi je voulais parler des problèmes médicaux. Je suis désolée, putain ma vidéo elle va être longue, bon c'est pas grave. Donc je vais essayer de faire court. Alors je suis allée, j'étais chez moi tranquillement en train de nourrir mes poissons. C'était un soir comme un autre, je regardais ma série à la télé, j'allais faire pipi, enfin rien de fou quoi. Et mon cœur s'est emballé, je ne sais pas pourquoi. Donc je suis allée m'allonger, j'ai commencé à mettre mon oxymètre pour voir qu'est-ce qui se passait. J'étais à 120, donc je me suis dit je vais faire un peu de technique de relaxation, etc. pour me calmer parce que je suis allongée, c'est pas normal que je sois à 120. Bon après j'avais l'habitude, je fais souvent de la tachycardie ces derniers temps. Et au bout d'un moment, je me suis dit que j'allais ouvrir ma porte parce qu'elle était fermée à clé. Je me suis dit si je me sens pas bien et que je fais un truc parce que je commençais vraiment à sentir des palpitations sévères, je me suis dit au moins comme ça on peut rentrer. Et en fait le simple fait de me lever et d'ouvrir ma fenêtre qui est à environ 1 mètre de là où j'étais allongée, et ben je me suis retrouvée à avoir des pulsations à 160, 170, etc. Donc là je me suis quand même dit qu'il y avait vraiment un problème. J'ai appelé ma maman pour qu'elle vienne vite en urgence. Et le simple fait de lui parler, pareil, je montais 152, 158, 160 et tout. Après, je pouvais même plus parler, je pouvais plus me lever, je pouvais plus rien faire parce que sinon mon cœur ne faisait que augmenter, augmenter, augmenter. Je vous avoue que j'ai eu la peur de ma vie. J'ai cru que c'était, ça y est, la fin et que j'allais mourir comme ça, toute seule comme une conne. J'ai réussi à appeler les pompiers, pareil, qui m'ont fait parler, 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 alors que je pouvais plus parler. Bref, donc je suis partie avec les pompiers, je suis arrivée à Pasteur, on m'a laissé crever dans un couloir pendant des heures. J'avais tout le côté gauche du cerveau endolori. Je sentais que côté oreillette gauche, je sentais quelque chose de pas normal dans mon cœur. Donc ça m'a duré au moins
une trentaine de minutes, la tachycardie. D'un coup, ça s'est calmé, on sait pas pourquoi. Et après, j'avais la photophobie, je pouvais plus voir aucun son, rien. Même les bruits, ils me tapaient dans les oreilles, j'avais l'impression qu'on était en train de m'arracher le cerveau. Et donc je suis restée à Pasteur, après on m'a mis dans un box, comme ils appellent ça, hein, comme un petit peu un cheval. Donc personne n'est venu me voir jusqu'à minuit 30, alors que ma crise, elle était juste à 21h30. Hein. Donc on m'a enfin fait à minuit 30 un électrocardiogramme. On m'a dit que tout était normal, que c'était une crise d'angoisse. Donc j'ai répondu à la médecin que je savais ce que c'était exactement une crise d'angoisse puisque j'en ai fait beaucoup. Sur ce, elle m'a dit qu'est-ce qui me dit que vous étiez à 180 de battements, ça c'est vous qui le dites. Comme si j'étais une menteuse et que j'avais que ça à foutre le soir d'aller à Pasteur parce que c'est genre ma passion dans la vie. Non, je vais jamais à l'hôpital, je déteste les médecins et tous ces trucs-là, mais bon, on sait jamais, peut-être que chez moi je me faisais chier, je me suis dit tiens, je vais m'inventer une crise de tachycardie pour aller à l'hôpital. Bon, bref. En plus, j'ai même pas pu draguer les pompiers parce que j'étais dans un état déplorable où, voilà, donc ça va servir à rien. Bon, enfin bref. Et donc à l'hôpital, on m'a fait ça et puis on m'a dit, bon, bah c'est crise d'angoisse, tu peux rentrer chez toi, mais par contre, faut que tu ailles voir un cardiologue en urgence dans la semaine. Je dis, mais vous êtes au courant qu'on peut pas avoir de cardiologue en urgence dans la semaine, quoi, ça n'existe pas. Bon, et puis après, elle me dit, la médecin, oui, mais de toute façon, vous avez calculé quoi avec une Apple Watch? Je dis, non, non, avec un oxymètre, comme vous utilisez vous, quoi. Bon, bref. Donc je pars, je vais chez le cardiologue, j'arrive à trouver un rendez-vous dans les 2 jours, heureusement. Et en fait, il s'avère que j'ai une fuite mitrale, donc c'est en gros une valve qu'on a dans le cœur qui se ferme mal et du coup le sang remonte dans l'oreillette au lieu de redescendre dans le ventricule. Donc bon, la crise d'angoisse, on va repasser, hein, Pasteur, vous êtes un des dangers publics, là. Heureusement que je faisais pas une crise cardiaque ou quoi, parce que sinon, avec vous, je serais morte, quoi. Bon bref, et donc du coup, voilà, il y a quelques... Donc ça c'était pour dénoncer parce que je trouve ça hallucinant quand même. Je rappelle que je suis allée à Saint-Georges la semaine d'avant pour faire un scanner thoracique. On n'a pas voulu me mettre le produit d'injection, ils l'ont gardé pour eux. On m'a rendu les résultats d'une femme de 82 ans qui avait des adénopathies, donc des cancers multiples de partout. Elle avait des kystes dans le cœur, elle avait un épanchement. On m'a donné ça en me disant tiens, rentre chez ta mère, va crever sur le trottoir. Et ils m'ont même pas vu, ma fuite mitrale, on m'a rendu mon papier après en me disant désolé, non, non, mais vous aviez rien. Bah si, j'avais quelque chose, mais bon, encore faut-il que tu saches faire ton travail. Bon, et après on me dit, il faut avoir confiance en la médecine, ça devient un peu compliqué. Je sais plus dans quel hôpital je dois aller à Nice, hein, parce que concrètement, moi, quand je suis à la Pasteur, je me suis dit, bon, trop bien, au moins, ils vont me prendre, ils vont m'hospitaliser, je vais faire tous les tests, au lieu de courir à droite, à gauche, machin, avec des mois d'intervalle. Et puis au moins comme ça, ben, c'est bon quoi, je serai tranquille et je saurai enfin ce que j'ai et on me soignera. Mais j'étais encore naïve. Bref, donc voilà, on m'a trouvé tout ça. Enfin tout ça. Bon, donc je suis sous bêta-bloquant. Ça fait pareil, ça fait des mois et des années, enfin au moins un an que je dis au médecin que j'ai plus d'appétit, que j'ai la nausée, que ci, que là. Et comme je suis déjà extrêmement mince, ben pour moi ça me pose énormément de problèmes. Et en fait, les 3 quarts des médecins ne me croient pas, ils pensent simplement que je suis anorexique parce que ça les arrange. Alors quand ils savent pas, t'es anorexique et t'es stressé et t'es en dépression. Voilà, au moins comme ça, ils se font pas chier. Donc là, j'ai vu une médecin il y a pas longtemps qui m'a fait faire un prélèvement sur la langue. Et en fait, il s'avère que j'ai une candidose. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à manger. Et c'est pareil, c'est encore un des symptômes principaux de Covid long. Donc si jamais vous avez ce genre de symptômes, ou que vous avez la langue comme moi un peu blanche, bon c'est un peu dégueulasse. Vous voyez pourquoi j'ai pas envie de vous parler de ça? Parce que c'est un peu honteux. Bon, enfin bref. Je suis pourrie de l'intérieur, quoi. Tu vois, j'ai l'impression que je suis en train de me liquéfier de l'intérieur, en fait. Bon, enfin bref. Un peu comme quand on disait que les micro-ondes, là, tu mets un truc, enfin bon. Et donc voilà, pour dire aussi que ceux qui ont des Covid longs ou quoi, et que les médecins vous croient pas, et qu'on vous changez de médecin, faites-vous confiance, parce que moi je disais à tout le monde, moi ça fait un an que je dis à tout le monde que c'est pas normal, que je suis fatiguée, que je comprends pas ce qui m'arrive, que j'ai plus de force comme avant, que avant j'avais... Et tout ce qu'on savait me dire c'est que j'étais anxieuse, on m'a dit aussi que j'étais hypochondriaque, qu'il fallait que j'arrête mon cire, que j'avais qu'à me reposer, on faisait que me répéter mais t'as rien, mais t'as rien, mais arrête ton cire, mais t'as rien. Bon au final...
plus les examens passent et plus j'ai quelque chose. Alors je suis pas contente d'avoir quelque chose, hein, mais en fait quand je dis que je sens que ça va pas et que j'ai pas ma force normale et qu'il y a un problème, c'est parce que je le sens et je sens que c'est grave. Je le sens. Je sens que au début j'étais atteinte que des jambes, donc j'avais des fourmis, des paresthésies dans les jambes, des douleurs musculaires que dans les jambes. Depuis environ 6 mois, ça atteint les bras. Et maintenant, là, j'ai des boules qui commencent à apparaître sur les côtés. Je commence à être atteinte des muscles ici. J'ai les muscles des yeux aussi, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, je suis partie pour maintenant aller voir un neurologue. Si tout ça pour dire que si dans votre instinct vous sentez que vous êtes pas bien, que ça va pas, qu'il y a un problème, bah, faites-vous confiance. Putain, ma vidéo elle est trop longue. C'est chiant. Je voulais être claire et précise, mais c'est pas possible, j'ai trop de choses à vous dire. Donc voilà, sécheresse oculaire, oui, donc sécheresse oculaire sévère. Oui, faites un supplément en vitamine D, parce que moi, par exemple, j'étais à 30, il faut essayer d'être à 50, minimum 50 à 60, ça aide vachement quand même, hein. Beaucoup de vitamine D. Alors c'est pareil, je supporte plus du tout la chaleur. Donc j'ai une tachycardie orthostatique, ça veut dire que dès que je me lève, ben, j'ai mon cœur qui s'emballe, juste parce que je suis levée. En fait, par exemple, je peux plus rester debout en position stationnaire, ben, parce qu'après ça me fait trop mal dans les jambes. Et puis, ce qui est surtout embêtant, c'est qu'en fait, sur le moment, ça va aller, ça veut dire que je vais avoir mal aux jambes, mais je vais me dire, allez, tiens le coup, machin, parce que bah, j'ai envie d'être debout, j'ai envie d'être comme tout le monde. Et en fait, c'est par exemple, c'est le lendemain que je vais payer le prix de la veille. Donc c'est très difficile de jauger quelle quantité d'effort on peut faire ou pas. Donc suite à ça, par exemple, je suis allée faire un test d'effort avec le cardiologue pour voir si mon atteinte au cœur, elle était due à une bactérie ou si c'était un problème cardiaque. Donc le test à l'effort, on doit juste faire du vélo. Je devais lancer le vélo à 50 tours. Je n'ai pas réussi tellement que j'avais pas de force. C'est le cardiologue qui m'a poussé les jambes pour me faire pousser, pour que le vélo démarre et que j'y arrive. J'ai réussi à tenir seulement 2 minutes. J'ai dû arrêter en urgence parce que j'avais des douleurs atroces à en pleurer. 2 minutes. 2 minutes de vélo. Je suis restée toute la semaine paralysée. J'ai des douleurs de malade, des difficultés à marcher. Enfin voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui, après cet examen, j'ai vu le médecin qui m'a le cardiologue qui m'a dit donc que ce n'était pas problème cardiaque, donc c'est sûrement une bactérie. J'ai encore plein de rendez-vous à faire. Je dois aller en infectiologie à l'Archer. Je dois aller chez le neurologue, je vous ai dit, faire un encéphalogramme pour voir si mon cerveau est touché, ce qui est souvent le cas dans les Covid longs, surtout quand c'est d'origine neurologique comme j'ai. Vous avez vu que les dernières vidéos que je faisais, j'étais super essoufflée quand je vous parlais, et là, ça ne le fait plus parce que j'ai pris... donc je prends les bêta-bloquants et c'est vrai que déjà ça m'aide. Faut savoir que le Covid long, de toute manière, il n'y a pas de traitement. Les médecins sont même en train de voir pour mettre ça en maladie incurable. Et en fait, la seule façon qu'on a de se faire diagnostiquer, c'est d'aller chez chaque médecin spécialiste un par un pour éliminer chaque cause. Par exemple, là, je dois aller voir un pneumologue puisque comme j'ai les muscles respiratoires touchés, ça peut être dangereux puisque c'est quand même la respiration. Bon. Voilà. Après, moi, j'ai un gros mental, je vais pas lâcher l'affaire. Bon, je vous avoue que des jours, c'est très compliqué et que je le vis mal, surtout quand les symptômes sont énormément présents. C'est pareil, moi, on me répétait que c'était le stress qui créait les symptômes ou la dépression. Et en fait, c'est totalement l'inverse, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. Ce n'est pas le stress qui me provoque ma dépression. Mes symptômes ou la dépression qui me provoque les symptômes, c'est quand ça va, parce qu'on a des périodes où ça va. Je ne suis pas à 100% de mon énergie, hein, c'est impossible, mais ça va mieux, je peux marcher correctement, par exemple, sans avoir l'air d'être une gogole handicapée ou des trucs comme ça. Donc tout ça pour dire, oui, donc je peux marcher, etc. Et il y a des jours où j'ai des douleurs, où je peux pas bouger de mon lit, mais c'est l'enfer, atroce, enfin bref. Et ces jours-là, bah, forcément, le moral chute. Des fois, on a envie de se dire, mais
putain, il y a pas quelqu'un là, un géant qui peut venir, qui peut m'écraser pour, abréger mes souffrances et ce qu'il y a aussi, c'est que quand on a c'est des symptômes qui sont quand même, vachement flippants et donc quand on a ce genre de symptômes, bah, on commence à paniquer. Voilà, par exemple, les problèmes enfin, les douleurs musculaires respiratoires, les problèmes de cœur, c'est des organes qui sont quand même essentiels à la vie. Donc moi, personnellement, par exemple, j'ai pas peur de mourir, mais par contre souffrir comme ça, le martyre pendant, des mois ou des années, non, je préfère qu'on me bute direct, tu vois? C'est pour faire ça. Voilà, donc je sais pas si un jour ils nous soigneront. Je comprends pas, le délire. Pourquoi nous faire ça? Est-ce que, c'est quelque chose qui a dégénéré et qui fait qu'on se retrouve tous comme ça? Ou est-ce que c'est voulu qu'on soit, dans un état, léthargique et qu'après, par exemple, bah, si demain on nous propose le crédit social, ben, comme on est des assistés, ben, on sera un peu obligé bah, d'accepter parce que concrètement là, ben, moi j'ai bientôt plus de chômage et je me dis: «Mais je vais faire quoi? Un dossier d'MDPH, une reconnaissance travailleur handicapé?» Je sais pas, j'ai 32 ans, j'ai pas envie de vivre toute ma vie, enfermée. Enfin, pour moi, c'est pas vivre quoi, d'être tout le temps allongé sur un lit, c'est pas quelque chose qui enfin, si c'est pour vivre comme ça, vaut mieux pas vivre quoi, parce que la vie, c'est profiter, c'est sortir dehors, c'est aller voir des paysages, c'est profiter de ses amis, c'est pas tout le temps être fatigué, voilà et j'ai 32 ans, j'ai déjà, au moins une dizaine de médicaments différentes. J'ai toujours été contre les médicaments, je supporte pas prendre des médicaments, mais d'un autre côté, j'ai pas le choix et puis quand on prend un médicament, il nous déclenche un effet secondaire dont on doit enfin voilà. Donc j'avoue que, voilà, c'est compliqué, mais alors moi, depuis quand même que j'ai fait ma crise de tachycardie, ça y est, mon entourage me prend un peu plus au sérieux donc ça me fait quand même du bien parce que c'est horrible déjà d'avoir ces symptômes et en plus se faire entendre à longueur de journée qu'on est hypocondriaque, qu'on est stressé, qu'on est anxieux, que c'est rien, que c'est ci, que c'est là, alors que nous on sent que c'est grave puisque quand tu fais 2 minutes de vélo à 32 ans et que tu es obligé de t'arrêter et que pendant une semaine tu dois rester allongé, ça inaugure rien de bon. Surtout que je vois que c'est pas quelque chose qui s'améliore avec le temps, mais c'est quelque chose qui s'empire. Euh, je vais pas craquer. Bon, bref, c'est compliqué. Bon, enfin, c'est quelque chose qui s'empire, donc en fait, euh, ça m'angoisse pour l'avenir parce que je me dis dans quel état je vais être à 40 ans, si j'arrive jusque-là, dans quel état je vais être à 45, etc., etc. Donc voilà. Et puis, enfin bon, je voulais dire surtout bah, de pas lâcher l'affaire pour ceux qui sont en Covid long, d'écouter vos ressentis. Si vous avez des intuitions ou des choses, n'écoutez pas les médecins. Vous voyez, par exemple, moi, quand j'ai eu tous ces problèmes, j'ai cru d'abord que c'était psychiatrique, vu que j'ai déjà un terrain, comme je l'ai répété 15 milliards de fois, mais à 20 ans, j'étais diagnostiquée borderline. On m'a mis 5 ans sous cacheton, tous les cachetons du monde. Donc aussi, je me demande si c'est pas ça qui peut avoir aussi dérégler mon immunité, puisqu'aussi j'ai une hypogammaglobulinémie, ça veut dire que mon système immunitaire est très affaibli, enfin affaibli. Et donc je disais ça pourquoi? Merde, j'ai un trou de mémoire. Bon, enfin bref, non, je sais plus pourquoi je vous disais ça. Oui, voilà, le psychiatre. Et donc, quand je suis allée le voir, il m'a diagnostiqué une anxiété généralisée. Il a dit que j'étais en dépression et que c'est pour ça que j'avais ces symptômes. Et voilà, point barre à la ligne. Il m'a donné encore de quoi me droguer, des thymorégulateurs, parce qu'il a décidé que j'étais borderline. Alors que, bon, je rappelle pour ceux qui connaissent pas cette maladie, que lorsqu'on est borderline, en général, d'ici à la trentaine, c'est passé, surtout que j'ai fait une tonne et des tonnes de psychothérapie et que bon, je me trouve quand même beaucoup plus posée dans ma tête et que voilà, j'ai plus de problème de dépression. Enfin, j'ai toujours été dans l'anxiété, c'est pas ça qui m'empêchait de sortir ou quoi que ce soit, quoi. Donc j'avais beau lui dire que non, et ben non. Et il voulait absolument que je prenne ses cachets, parce que sinon, il voulait plus, parce qu'en fait, comme j'avais des troubles de la concentration, de la mémoire, etc., je pensais également que j'aurais pu avoir un TDAH, un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, parce que au début, j'étais tellement dans un brouillard mental que je me rendais même pas compte de mes symptômes. Je restais juste allongée quasiment tous les jours, et puis
je sais pas, j'étais ailleurs, j'étais pas là. J'avais l'impression, alors vous allez rigoler, mais j'avais l'impression d'être devenue un peu comme enfin maintenant avec le recul, je me dis: «J'étais devenue comme un mouton». Je regardais plus rien de ce qui se passait, je comment vous avez vu pendant des mois et des mois, j'ai même plus j'ai disparu de la surface, j'allais même plus sur Facebook, je me renseignais sur plus rien, enfin bref. Et donc du coup, j'avais mon intuition qui me criait de dire: «Non, non, non Lisa, ne prends pas ces médicaments, ne les prends surtout pas» et heureusement que je me suis écoutée parce que, avec le trouble, avec la fuite à la valve mitrale, si j'avais pris ces antidépresseurs, ces thymorégulateurs et toutes ces merdes, ça aurait empiré et ça aurait été, vraiment, 100 fois pire, quoi. Donc voilà et puis en covid long, surtout pas d'antidépresseurs et de trucs comme ça. À la limite, des anxiolytiques. Basta così. Voilà. Alors dites-moi en commentaire si, vous voulez que je continue à parler de ça ou pas, parce que si ça vous intéresse pas, je vais pas me forcer à en parler parce que, comme je vous ai dit, c'est que des choses intimes et c'est compliqué, mais d'un autre côté, je me dis que j'ai une grande gueule, j'ai toujours été quelqu'un qui porte la voix pour ceux qui ont plus de timidité. Donc s'il faut que je fasse ça, je le ferai, même si je dois m'exposer et raconter des choses très intimes de ma vie. Et, et surtout, je voulais dire aussi à ceux qui sont autour et qu'on leur parle de Covid long, de surtout pas renier la maladie ou dire aux gens que c'est le stress, que c'est ci, que c'est là, parce que c'est déjà tellement horrible à vivre, mais tellement, je vous jure, je vous le souhaite vraiment pas, mais vraiment, vraiment pas. Et voilà, si on a du soutien de l'extérieur, je pense que ça sera vraiment, vraiment bien. Après, n'hésitez pas si les personnes qui, ont des symptômes comme ça, vous rabâchent toute la journée des choses ou vous font que parler de ça, ce qui est souvent mon cas parce qu'en fait, ben, on est tellement démunis qu'on cherche de l'aide partout et le problème, c'est que les gens autour de nous comprennent pas, donc au final, ils nous sortent des phrases bateau et ça empire les choses. Mais n'hésitez pas à leur dire: «Stop, alors tu sais quoi? Vas-y, tu me parles de tes problèmes pendant 15 minutes ou 10 minutes et après on parle d'autre chose». Déjà, ça fera du bien à la personne, au moins elle parlera avec vous pendant 10-15 minutes de ses symptômes et le fait de parler ensuite d'autre chose, ça lui fera du bien parce que ça lui changera les idées et sachez qu'on fait pas exprès de parler, de rabâcher, mais en fait, nous, la maladie, on la vit H24 au quotidien et donc du coup, ben, on a que ça en tête, quoi. Voilà. Bon, allez, je vais vous faire des bisous et je vous souhaite, bon courage à tous les malades et voilà.